Bien. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Merci d'avoir répondu à l'appel qui a été lancé par la commune. Le but de cette soirée, et je remercie d'ailleurs, excusez-moi, Madame Legrand du bureau DREAM. Je suis accompagné de Madame Delphine Condron, qui est la chef de service à l'urbanisme. Le but de cette soirée, c'est de vous expliquer le souhait de la commune de Boussu de modifier le plan de secteur concernant les établissements, enfin les sites Eurotube et les établissements BES. Donc, c'est le but de cette soirée, de vous l'expliquer. Je vais passer la parole à Madame Delphine Condron, qui va vous en dire quelques mots, et puis ensuite, Madame Legrand prendra le relais. Et je vous prie également d'excuser Monsieur le bourgmestre. Bonjour à tous. Donc, en fait, cette réunion s'inscrit dans la procédure de la révision du plan de secteur. Donc, c'est la réunion d'information préalable suite à l'introduction du dossier de base. Donc, en fait, il faut savoir que cette réunion, suivant les informations du Code du développement territorial, doit être filmée. Donc, voilà ce pourquoi il n'y a que les intervenants qui vont être filmés, mais vos interventions seront filmées. Alors, cette vidéo sera visible sur le site, sera mise en ligne sur le site internet de la commune et sera visible pendant 15 jours. Alors, toute personne peut adresser donc au collège pendant ce laps de temps ses remarques, ses observations ou voir ses propositions. Alors, en fait, le but aujourd'hui, c'est de vous présenter justement ce dossier de base. Donc, il y a la présentation des objectifs qui sont poursuivis par la révision du plan de secteur ainsi que ses motivations. Il y a la présentation du périmètre, de ce pourquoi on a déterminé ce périmètre en question. Il y a la description et l'analyse de la situation existante. Ce dossier de base constitue la première étape de la procédure. Et maintenant, c'est Madame Legrand du bureau DREAM qui va nous expliquer le contenu. Merci. Voilà, je vais vous montrer donc, le détail de cette révision de plan de secteur. Il y a des choses qui sont un petit peu techniques, évidemment, mais je vais essayer de les simplifier au maximum. Donc, on est ici, en fait, dans une zone d'activité économique au plan de secteur qu'on va transformer en une zone d'habitat. C'est un peu ça le but de la révision de plan de secteur. Donc, je vais vous montrer plus en détail. On est, en fait, au niveau de la situation du terrain. On est entre la chasse de Saint-Guilain, la rue de Saint-Guilain, la rue du Moulin. Il y a également le château à l'ouest et les établissements BES au sud. Et il y a les anciennes corderies Laurent sur le site. Donc, le tracé ici en rouge, c'est en fait le périmètre qu'on prend en compte dans cette révision de plan de secteur. Mais je vais vous montrer plus en détail. Alors, donc, ici, on a en fait le plan de secteur avant et le plan de secteur après la révision, donc après la procédure. Avant la révision, on a donc une zone d'activité économique industrielle en mauve sur une partie du périmètre qui est en noir. Et le reste, c'est une zone d'aménagement communal concerté à caractère économique. Voilà, au plan de secteur. Donc en fait, on a 75% de la zone qui est en zone d'activité économique industrielle et 25% entre guillemets qui est en ZAC. Voilà, donc on a 9,5 hectares et qui sont en fait les 75% de la zone économique industrielle. Voilà, donc ça c'est la carte à gauche, c'est avant la révision du plan de secteur. Et après cette procédure de révision de plan de secteur, on propose de passer en zone d'habitat l'ensemble de cette zone. Voilà. Alors, qui dit passer en zone d'habitat ne veut pas dire qu'il n'y aura que de l'habitat. Bon, voilà, évidemment, nous, on se réfère au code été. Donc, je lis juste l'article qui concerne parce que c'est fort important. La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence, mais les activités d'artisanat, de services, de distribution, de recherche ou de petite industrie
les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires ou des petites exploitations agricoles, touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Donc, à ce stade-ci, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on veut réellement changer cette partie réglementaire qui est le plan de secteur et la changer en zone d'habitat. Mais il y a encore beaucoup de choses qui sont possibles après. C'est surtout pour dire qu'on ne veut plus, à cet endroit-là, de zones d'activité économique industrielle et de grandes industries, puisqu'on est à côté de la gare. Et on va vous expliquer pourquoi. Donc, nous, en tant que bureau d'études, on a fait toute une étude. Ça fait déjà pas mal de mois qu'on est sur ce dossier. On a fait ce qu'on appelle un dossier de base qui sera en ligne, dans lequel on peut trouver toute la justification du périmètre et de tout ça. On n'a pas été plus loin à l'est, par exemple, dans le périmètre, dans toute cette partie de ZAC. Donc, voilà, on peut aussi débattre longuement et vous trouverez vraiment tous les arguments là-dessus. Mais cette zone-là constitue déjà une réserve importante pour faire du logement. Et on ne va pas éteindre plus de l'autre côté, puisque là, on commence à se rapprocher des autres centralités. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la zone d'affectation économique, c'est aujourd'hui, en fait, dénuée d'intérêt à cet endroit-là, parce qu'en fait, on est dans un périmètre de centralité urbaine, dans un quartier de gare qui est en fait entouré de zones d'habitat. Donc l'idée, c'est évidemment de continuer ces zones d'habitat. Vous avez entendu, je ne sais pas à quel public, je sais qu'il y a des gens ici qui sont partis de la CCATM, qui sont bien avertis. J'imagine qu'il y a des riverains peut-être qui connaissent moins ces détails urbanistiques, mais donc ce qu'on appelle des centralités urbaines, c'est pas quelque chose que nous, bureau d'études, avons inventé ou la commune, c'est vraiment la région wallonne qui a défini sur le périmètre de toutes les communes des zones centrales dans lesquelles on veut en fait concentrer l'habitat et les services. Pourquoi? Parce qu'on est près des gares. Et donc ce sont vraiment, on prend la gare, on trace un cercle autour et on se dit, dans cette zone-là, on a vraiment envie de concentrer les activités pour qu'un maximum de personnes puissent habiter près des gares. Voilà. Et donc on veut assurer ici une continuité entre les zones d'habitat. Alors il faut savoir que dans ces zones-là, on veut créer des quartiers attractifs, mais où on va développer une certaine mixité de fonctions aussi. On ne veut pas qu'il y ait 100% de logements parce que d'autres fonctions sont intéressantes. Alors, donc ici, vous avez repris la carte des centralités urbaines qui a été faite par la région wallonne. Sur Boussu, en fait, il y a 3 centralités et la région demande dans ce qu'on appelle le SDT que les centralités soient bien équipées en commerce, en services et denses en logement. Voilà. Alors, bon, ici, le site en fait, qui est situé à côté de la gare, il y a ce qu'on appelle en urbanisme des contraintes et des potentiels. C'est en fait des avantages et inconvénients à site. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais il y a quand même beaucoup d'avantages à urbaniser ce site et beaucoup d'arguments à l'urbaniser parce que il y a de nombreux accès, il y a des autoroutes pas loin, il y a des voiries tout autour. Donc c'est un terrain qu'il ne faut pas encore développer au niveau de toutes les voiries qu'il y a autour. Il y a des accès piétons, automobiles. On est tout près d'un Ravel et d'un futur Ravel, donc c'est un point positif. Et c'est un élément sur lequel le quartier peut se greffer pour assurer aussi une liaison cyclable vers le centre. Donc le premier argument, c'est vraiment la grande accessibilité du site et la gare, évidemment. Bon, ici, on a indiqué avec des flèches tous les accès, les nombreux accès, autant automobiles que piétons. Je pense qu'en tout, il y a 6 accès possibles, plus un accès piéton. Donc, on a quelques photos ici. On a les anciennes corderies Laurent, qui sont des bâtiments qui présentent 550 mètres carrés, je pense, et les établissements de Bèze, plus ou moins 2400 mètres carrés. Donc, c'est des bâtiments et une architecture qui est quand même assez intéressante, avec un caractère industriel qui est intéressant, qui est aussi une trace du passé, donc voir s'ils peuvent être réhabilités, rénovés, transformés par la suite. Il y a un potentiel en tout cas certain. Et c'est un argument pour rénover ce site.
Donc il y a de nombreux bâtiments, ce qu'on appelle patrimoniaux, donc c'est pas rien au niveau de l'architecture. Ce sont des arguments intéressants. Au niveau des potentiels, c'est aussi un SAR, donc c'est ce qu'on appelle un site à réhabiliter, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a le chemin de fer, évidemment, mais alors on a aussi quelques petites contraintes dont on devra simplement tenir compte dans un projet futur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un projet concret avec un plan masse, avec des habitations. On est vraiment dans une révision du plan de secteur, donc on regarde le fond de plan, quoi. Mais on peut déjà dire à l'heure actuelle quand même qu'à l'est du site, il y a un faible, ce qu'on appelle aléa d'inondation, donc il y a une partie qui est susceptible d'être un peu gorgée d'eau, donc c'est sans doute une zone par la suite, où on va moins construire, voire pas de ce côté-là, mais en tout cas, on fera attention à maîtriser les constructions de ce côté-là. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les procédures, mais il y a tout un tableau dans le dossier de base qui reprend l'ensemble des potentiels et contraintes du site qui sont intéressantes. Alors, dans une révision de plan de secteur, nous, on doit définir des objectifs auxquels ce projet va répondre. Les objectifs ici, c'est d'abord de réhabiliter une friche industrielle. Donc, on est vraiment dans une zone qui est déjà en partie urbanisée et qu'on va rendre urbanisable, qu'on va continuer à rendre urbanisable. On n'est pas en plan de secteur, un espace vert qu'on va construire. On est vraiment dans une zone qui est déjà en partie construite, bétonnée, industrialisée et qu'on va transformer. La deuxième chose, c'est remplir le rôle de centralité urbaine et de quartier de gare. Ça, c'est vraiment un objectif qui est demandé par la région wallonne. Donc, on suit la politique de la région. Le troisième objectif, c'est d'anticiper les besoins en logement. Il y a pas mal de chiffres dans le dossier qui montrent qu'il y a beaucoup de besoins en logement à Boussu, même s'il y a aussi des habitations qui méritent d'être transformées, d'être rénovées, qui existent. Il faut aussi permettre de construire du neuf, parce qu'il y a vraiment un besoin. Alors, le quatrième objectif, c'est de renforcer l'emploi local et de participer à une mixité de fonctions. Je ne vous cache rien dans le fait que favoriser l'emploi dans cette zone est important et que même si on ne va plus créer de la grosse industrie, on peut quand même sur ce site valoriser des activités de plus petites industries ou de l'artisanat et d'autres choses qui seront à définir dans le projet. Ça peut être des équipements, des commerces locaux, voilà. Et le dernier objectif, c'est donc accueillir des services de proximité manquants. De proximité, c'est par exemple, et ça, les études le démontreront par la suite, ça peut être une crèche, une petite maison de repos, ça peut être des petits commerces. Enfin, voilà, nous, à ce stade-ci, on ne le définit pas, mais ces choses-là sont possibles dans le quartier. Voilà, il y a pas mal de chiffres, mais je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail, qui montrent que les besoins en population dans la zone sont importants, qu'on anticipe des besoins en logement qui vont pour le moment de 1% à 5% jusqu'en 2035. Donc on fait, nous, des prévisions sur base de chiffres, entre autres, de l'IWEPS. Voilà. Que les perspectives d'évolution des ménages montrent aussi qu'il y a besoin de plus en plus de logements, que le nombre de ménages va augmenter aussi, et qu'on imagine... on avait cité des chiffres dans l'étude de 400 à 800 logements dans l'ensemble de la zone de Boussu, mais comme il y a 3 centralités, c'est plus ou moins 200 à 300 logements qui seraient sans doute nécessaires dans une perspective jusqu'en 2035 pour le centre de Boussu. Ce sont des perspectives. Hein. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai déjà expliqué, les 3 centralités et le fait qu'on aurait besoin de 150 à 300 logements selon les perspectives. Voilà, alors on a dans notre étude détaillé aussi le quartier existant, parce qu'évidemment on ne va pas venir construire des choses qui ne s'intègrent pas du tout aux habitations, aux bâtiments qu'il y a autour. Donc on a fait toute une étude pour montrer les gabarits des maisons actuelles. Il faut savoir qu'ils ne sont pas les mêmes, puisqu'il y a un côté qui est plus au nord, où c'est plus des habitations, 4 façades, un peu pavillonnaires. De l'autre côté, où c'est beaucoup plus dense et un peu plus haut, avec des petites maisons ouvrières. Ré plus 2, plus 3. Et donc, le quartier il devra quand même s'intégrer. Hein. On ne va pas venir
je pense, construire des tours. On s'intègre vraiment au niveau du cadre bâti, mais avec quand même des objectifs de densifier un peu les centres. Donc, la région wallonne demande quand même une densité d'habitat qui va vers des 30 logements à l'hectare, donc 30 logements sur 1 hectare. Mais ça, ce sont des chiffres vraiment, on va dire, à la grosse louche pour le moment. Ce n'est pas du tout précis encore. Voilà, au niveau des typologies, je vais passer aussi parce que je pense qu'on va laisser quand même plus de place aux questions. Voilà, on a dû analyser aussi le fait que est-ce qu'il n'y a pas d'autres zones sur le territoire qui sont plus favorables pour créer des quartiers de logement. Voilà, parce que le dossier de base qu'on a réalisé est vraiment fait selon une table de matière qui est dictée par le code été. Donc, on doit justifier qu'il y a d'autres réserves foncières sur le territoire. Ici, en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup de terrain à Boussu qui peut accueillir un nombre suffisant de logements et qui est un quartier avec autant de voiries équipées, etc., à côté de la gare. Il y a une petite ZAC un peu plus loin, mais voilà. Ici, dans la centralité de Bossu, il y a seulement une ZAC près du Ravel, mais donc il y a, je pense, 3,5 hectares réellement disponibles au sein d'une zone d'habitat, donc vraiment pas, beaucoup moins important qu'ici. Voilà, alors, que dire d'autre? Que je n'ai pas encore dit, que réhabiliter une friche industrielle, bon voilà, tous les bâtiments, accueillir des services de proximité. On a fait des cartes aussi pour montrer l'ensemble des services et que certaines choses pourraient éventuellement manquer sur le territoire, style une maison de l'emploi ou voilà, des choses comme ça, mais ce sera à définir. De l'emploi, de l'artisanat, éventuellement rénover les bâtiments industriels, de la petite économie ou mixte. Et voilà, donc j'en viens à la procédure parce qu'ici, en fait, on est au début d'une procédure. Donc ici, elle est simplifiée dans ce cadre-ci. La procédure est simplifiée parce qu'on est dans une zone urbanisable et qu'on passe dans une nouvelle zone, mais toujours urbanisable. Donc il y a une partie de la procédure qui est simplifiée, mais quand même, après donc, cette présentation aujourd'hui et vos questions-réponses, il y aura une présentation, je pense, à la CCATM, aussi avec un échange. Et ensuite, il y aura obligatoirement un rapport des incidences sur l'environnement du projet. Donc ça veut dire un bureau d'études va devoir analyser quelle est l'influence de ce projet sur la mobilité du quartier, sur la biodiversité, sur le cadre bâti et paysager. Voilà. Je vais peut-être laisser la place aux questions et réponses. Peut-être qu'on peut, pour simplifier les choses, catégorier d'abord peut-être les questions de clarification. Donc, savoir si c'est des questions de personnes qui ne comprennent pas quelque chose dans l'exposé. Et puis, dans un deuxième temps, passer aux remarques, aux suggestions. Voilà, donc je vais passer avec le micro, la personne qui souhaite la parole. Donc, pour poser ces questions, est-ce qu'il y a des questions concernant... Oui, madame. Oui, je m'appelle Doyen Claire, j'habite à la Chasse de Saint-Guilain, numéro 14, juste à l'entrée de la SPAC. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce terrain, s'il est compris aussi dans le... Oui, par rapport au périmètre, oui. Mais donc oui, effectivement, je ne sais pas exactement où vous êtes sur le périmètre. À la Chasse de Saint-Guilain, juste à l'entrée où la SPAC a dépollué. Oui. Donc il y a un des accès qui est effectivement compris dans le périmètre, mais donc on n'a pas compris dans le périmètre les habitations qui sont derrière. Il n'y a pas de révision du plan de secteur. Oui, une route. Il y aura un accès. Un accès, oui. Alors, d'autres questions? Oui. Bonjour, j'en ai plusieurs de questions. Alors, je m'appelle Broye Catherine, j'habite à la rue La Verrerie, donc de l'autre côté. J'aimerais savoir qui est propriétaire du terrain, parce qu'on ne l'a pas dit. Il y a différents propriétaires.
Et la deuxième question, c'est que j'y habite depuis 17 ans et les eaux montent dans les prairies. Donc de l'autre côté, c'est la même chose. Il y a déjà des maisons qui sont construites sur des pieux. Est-ce que vous allez construire dans ces conditions-là? Pour le moment, je suppose qu'on ne sait pas répondre. C'est une société... Il y a une étude d'incidence qui sera faite par la suite où toutes ces questions-là... Donc maintenant, le Saubin a été bouché en partie. Si jamais il y avait une inondation, qu'est-ce qu'on fait? Tout ça sera étudié dans oui. l'étude Ben d'incidence. Ici, aujourd'hui, le but, c'est de montrer la partie que la commune souhaite voir, donc en transformer en logement. Donc, Oui, mais ce sont des questions quand même qui ont rapport, parce qu'il y a quand même un risque d'inondation. Tout à fait. Donc aujourd'hui, le fait d'attirer déjà l'attention, donc on va en prendre note, mais tout ça va avoir, disons, beaucoup d'incidence, c'est le cas de le dire. Il va y avoir une étude d'incidence et tout ça va être intégré dans le rapport. Donc, tu as d'autres questions? Non. Concernant les propriétaires, Oui, il y a différents propriétaires. Il n'y a pas un propriétaire unique. En effet, on a cité les deux plus gros propriétaires, mais il n'y a pas que... Il n'y a pas que. Il y a pas mal de propriétaires, hein, apparemment. Alors, d'autres questions? Oui, Claude. Bonjour, Claude Moreau, j'habite au 52 à la Chasse de Saint-Guilain, mais vous avez dit les propriétaires, pour rebondir dessus, est-ce qu'ils ont été prévenus? Donc ici, suivant la procédure, donc, ça a été mis sur le site internet, ça a été affiché tout autour du terrain et je vais dire ça a été mis dans les journaux locaux, dans 2 journaux locaux. Donc ils n'ont pas été prévenus en direct? Donc non, c'est pas... Par courrier, non. Ici, on n'est qu'au début de la procédure, mais encore une fois, cette vidéo va être visible sur le site internet et ils ont encore 15 jours pour émettre leurs remarques, leurs questionnements, il n'y a pas de souci. Tout ça sera répertorié. Tout ça a été fait à travers les journaux locaux, etc. La publicité, hein, pour l'organisation de cette soirée. Oui, mais on a employé... Les affiches, il n'y en a quand même pas énormément. Hein. Les affiches jaunes qui sont dans les rues, elles sont parfois très loin. Oui, ça c'est prévu par le code. Encore une fois, c'est vrai que on a suivi la procédure reprise dans le code du développement territorial. Oui. Ça va? D'autres questions? Ronil Thiebaud, je suis membre de la CCATM et je suis également administrateur de la SBL qui gère le site du château. Je vois qu'il est en zone d'habitat, j'espère qu'on ne va pas y faire une cité. C'est pas parce qu'on est en zone d'habitat qu'on construit. Mais il y a 3 ou 4 ans, on a été sollicité par un bureau d'études qu'Infrabel avait chargé d'imaginer la suppression de tous les passages à niveau. Et en particulier celui qui est là en descendant vers la gare. Et le projet proposé par ce bureau d'études, c'était, avant d'arriver au passage à niveau actuel qu'on fermait, de créer là un tunnel piéton pour les gens qui habitent plus loin dans la rue du Moulin, et puis au niveau voirie, de couper par le parking de Besse pour avoir un tunnel voiture souterrain en dessous des voies. Oui, mais ça, je suppose qu'Infrabel a été contacté aussi. Oui, là, ils ont été contactés et ils n'ont pas le budget pour réaliser cet ouvrage. Et donc, voilà, ça faisait l'objet de plusieurs passages à niveau, d'ailleurs, au niveau fermeture. Mais apparemment, ils n'ont pas les budgets. Donc, d'un autre côté, ça nous arrange également parce que la fermeture de ces passages à niveau va nous poser énormément de problèmes de mobilité sur l'entité. Ah oui, pourquoi pas. D'autres questions? Non? Voilà. Vous avez oui, mais c'était juste pour effectivement expliquer qu'on les a vraiment bien contactés pour dire s'il y a un projet maintenant, c'est le moment de le dire parce que nous, on veut faire cette révision de plan de secteur. Et voilà, on avait entendu parler qu'il y avait certains plans qui avaient été faits, mais effectivement, ils nous ont bien confirmé qu'il n'y a pas de budget pour le moment et
qu'il n'y a aucune validation d'aucun plan qui a été fait, quoi. Est-ce que quelqu'un a encore des questions par rapport à ce qui a été présenté, par rapport... Non? Oui, Thierry, attends, je vais te donner le micro. Que tout le monde puisse entendre ta question, s'il te plaît. Donc, ici, on veut transformer en zone d'habitat, mais je ne comprends pas qu'on puisse encore intégrer des petites industries qui pourraient éventuellement causer des nuisances dont on n'a pas idée maintenant, mais qui peuvent se produire, je ne vais pas dire ce qu'on a vécu avec Eurotube, mais il y a quand même un laisser-passer de création de petites industries et d'artisanat. Je me demande bien à quoi vous faites allusion. Et seconde question, vous parlez de reconnecter la rue de Saint-Guilain vers le site. Explique-moi comment ça se passe. Alors, concernant la zone d'habitat, une fois que c'est transformé en zone d'habitat, tout ce qui va pouvoir être autorisé dans cette zone ne pourra pas nuire à l'habitat en lui-même. Donc, je vais dire, sur un site en zone d'habitat, Eurotube ne pourrait pas avoir lieu. Disons qu'on a à Ornu, il y a quand même un zoning, le zoning des Mignots, oui, qui pourrait là accueillir en effet différentes plus grosses industries. Pour la reconnexion avec le site? Mais ce sont des potentiels, encore une fois, hein, c'est pas dur. Ce sont des possibilités maintenant qui ne sont pas encore étudiées minutieusement à ce stade-ci. Oui. Ce sont des portes d'entrée. Oui. Mais ce sont les possibilités, en fait. Hein. Ce sont les possibilités qui nous sont offertes d'entrée et de sortie uniquement. Donc, c'est pour vous informer de la situation. C'est tout. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire réellement, en tout cas pour le moment. En fait, le but est de montrer que le site n'est pas fermé sur lui-même, qu'il y a des potentielles connexions avec l'extérieur, avec les voiries existantes. Je pose simplement la question parce que la rue de Saint-Guilain est fort étroite. Alors là, si on commence à surcharger, ça va poser des problèmes. Oui, ce sera sûrement pas. Mais ça, ces remarques seront certainement levées lors de l'étude d'incidence aussi, puisqu'il y aura la mobilité, l'étude de la mobilité. Hein. Donc, il n'est peut-être pas dit qu'on sortira ou qu'on entrera à cet endroit-là, mais c'est une des possibilités. Donc, il faut revoir, c'est un ensemble, un schéma de mobilité sur l'ensemble des parcelles. Hein. Donc, il n'est peut-être pas dit que ça fonctionnera de cette manière-là. Et en fait, ce qu'on a indiqué ici, c'est les accès autant automobiles que piétons, ou ce qu'on appelle mode actif, vélo et tout. Donc, effectivement, on a indiqué tous les accès potentiels, mais il se peut que là-dedans, il y ait 2 accès automobiles et que le reste soit piéton. Voilà. Ça, c'est vraiment étudié en fonction du projet futur. Alors ici, c'est une révision du plan de secteur. Ça veut dire que chaque propriétaire, il n'y aura pas un plan global, je vais dire, défini. Chaque propriétaire pourra introduire un projet. Maintenant, en effet, Eurotube, c'est une seule et même, par exemple, parcelle. Donc, évidemment que là, il y aura certainement un projet global. Si ça tombe, le site B se dira, ben non, nous, on reste tel qu'on est aujourd'hui, notre fonctionnement, ou alors dira, ben tiens, oui, à cet endroit-là, peut-être des logements seraient... mais tout ça fera l'objet, évidemment, de soit de permis d'urbanisation, soit de permis d'urbanisme. Ici, on n'est vraiment que sur le principe. Vous voulez bien rappeler les séances, comment est-ce qu'elles vont fonctionner? Donc ici, c'est la première avec l'information, etc. Ensuite, il va y avoir l'étude d'incidence. Et ensuite... Où là, il y aura aussi une enquête publique où les gens pourront donner leur avis. Et notamment, là, à ce moment-là, au niveau des inondations, des axes de ruissellement ou des... Voilà, oui. Oui, tout ça va être repris, la mobilité... tous ces points-là seront repris. Il y aura une enquête publique, le dossier sera consultable au service urbanisme
et toutes les réclamations ou les suggestions pourront être listées et tout sera pris en compte. Pour être le plus précis possible, hein, éviter les problèmes, hein, c'est surtout ça qui nous intéresse, qui intéresse les riverains, c'est de ne pas avoir de problème par la suite. Hein. Donc que ce soit en inondation, en mobilité. Oui, mais à ce stade-ci, c'est vrai que ça reste encore fort théorique, une modification de plan de secteur. Et donc, nous, on a l'habitude de faire ce genre de présentation. C'est toujours un peu frustrant parce qu'en fait, on change la couleur d'un fond de plan en une autre couleur pour permettre de modifier, de ne plus avoir de grandes industries à cet endroit-là et de faire du logement. Mais on n'est pas encore dans un plan précis. C'est prématuré. Et c'est le but des étapes ultérieures, mais elles auront aussi, à ce moment-là, toute une série de procédures d'enquête publique, de présentation à la CCATM, comme d'autres permis, en fait. Voilà. Je trouve aussi qu'il faudrait avertir tous les propriétaires concernés par un document et non pas par des trucs comme Facebook ou des choses comme ça. Ça n'est pas très, je vais dire, non, c'est pas tout à fait démocratique. On ne va pas dire des choses comme ça, mais bon, c'est mieux d'avertir tous les gens par un document. Moi, j'ai été recopier les données de la clé USB sur le poteau d'entrée de la rue de Saint-Guilain, mais ce n'est pas des procédures. Allez, on va faire un effort là-dedans, j'espère. Le bouche à oreille va aussi parler, va jouer son rôle. Le fait que justement cette réunion soit possible de la revoir et finalement de refaire ses remarques peut... Oui. Voilà, donc ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le nom de tous les propriétaires et qu'ils soient avertis individuellement. C'est ça, hein? Oui, voilà. Véronique. Je pense que ce n'est plus le cas maintenant, mais quand il y avait enquête publique, il y avait obligation d'informer tous les propriétaires dans un rayon de 50 mètres autour du périmètre. Je crois que ce n'est plus le cas maintenant. Hein. On peut très bien revenir à cette procédure-là, alors tout le monde est prévenu, quoi. Disons que dans les permis d'urbanisme proprement dit, il y a soit on est en écart par rapport au schéma d'orientation locaux et donc là, on n'est pas obligé de effectivement faire le rayon de 50 mètres et prévoir. Et il y a les enquêtes publiques où là, en effet, c'est une obligation. Maintenant, c'est vrai que le collège a décidé même en écart, de prévenir les propriétaires. Donc ça, on peut le faire. Dans ce cadre-ci, on a suivi stricto sensu la procédure prévue légale, oui. qui est assez bien détaillée dans le Code du développement territorial. Faire, mais on prend en compte... Mais ce serait bien donc à l'avenir de pouvoir prévenir d'une manière beaucoup plus large et individuelle tout le monde, toutes les personnes concernées. On parle de la rue de Saint-Guilain, on ne va quand même pas passer en dessous du chemin de fer, on parle du petit tronçon qu'il y a quand on rentre de la chasse de Saint-Guilain. On rentre dans un petit tronçon, je crois que c'est 99 et 100 et quelques, il y a quelques maisons là. Je suppose que c'est ce tronçon-là qu'on parle quand on parle de la rue de Saint-Guilain. Il ne va pas y avoir de sortie ou d'entrée de la grande partie de la rue de Saint-Guilain. Mais encore une fois, ça peut être piéton, donc en dessous du pont, ce sera évidemment piéton. Oui, ça l'est déjà. De toute façon. Je veux dire, après, je veux dire, encore une fois, c'est les possibilités d'entrer sur le site, mais ce ne seront peut-être pas toutes celles listées qui seront utilisées. OK. Alors, qui encore peut-être des questions? Non? Mais n'hésitez pas à faire vos remarques, même après, par écrit, par mail, au service urbanisme. Voilà, bien, je pense que nous sommes arrivés au terme de cette réunion. C'est vrai qu'elle a été succincte, mais je pense que Madame Legrand a fait le maximum pour vous informer. Et avec ses projections, je pense que nous y voyons quand même nettement plus clair. Hein.
Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir répondu à l'appel et vous serez tenu informé par la suite du processus. N'oubliez pas de vous inscrire. Je Oui. ne sais pas si tout le monde s'est De laisser vos inscrit coordonnées, sur, c'est très important qu'on puisse vous recontacter. par rapport à la feuille qui est à l'entrée. Merci. Merci et bon retour chez vous.